Et juste Voilà. peut-être une précision supplémentaire, la responsabilité de protéger et le déploiement des efforts internationaux, c'est pas seulement dans le conflit et à travers les armes, c'est une espèce de package, c'est une espèce de kit qui comporte des activités de prévention, des activités de réaction, donc de combat, aérien en l'occurrence, mais aussi des activités qui sont liées à la reconstruction. Alors vous imaginez bien que le soutien prend pas que la forme militaire et armée, il prend la forme d'énormément de personnes présentes, des techniciens, des équipes de reconstruction, ce qu'on appelle des stabilization teams, qui évidemment voilà, contribuent à cet exercice-là. Je Une voudrais question, oui, reposer la présenter question en faisant un parallèle que certains ont entamé, notamment Boris Michel, avec la Côte d'Ivoire, puisque la résolution de 1975 est à peu près parallèle et prévoit aussi la protection des civils et d'empêcher au fond leur destruction par le régime au pouvoir. Alors en fait c'est un marché de dupes. Tout le monde a vu à Abidjan qu'au fond une sorte de coup d'État franco-onusien où les hélicoptères français et onusiens bombardaient non seulement la présidence et la résidence, mais des camps militaires où il y avait des civils, un supermarché, un hôpital, et il y a des centaines, peut-être jusqu'à 2000 civils désarmés qui ont été tués à ce moment-là. Personne n'en parle. Et au mois d'avril, mai, juin, il y a eu des massacres terribles dans Abidjan dont personne n'en parlait, ni les humanitaires, ni les médias, que j'estime personnellement à plus de 3000, tant à Abidjan qu'en brousse, par évidemment les forces pro-Ouattara. Et d'Abidjan, c'est d'autant plus scandaleux que ça a été sous couvert du contingent français Licorne et sous couvert du contingent des Nations Unies, l'ONUCI, qui laissait les meurtriers, les assassins agir et tuer notamment les membres des ethnies Guéré, Bété et Atié, en brousse et dans la ville. J'ai des témoignages personnels très poignants là-dessus. Donc le CICR, à l'époque, a eu le courage de dénoncer le massacre de Douékoué par les forces pro-Ouattara, environ 1000 civils, des hommes mais aussi des femmes et des enfants. Il y a des images atroces que vous avez peut-être vues. Et on dit que le CICR a ramassé les cadavres dans Abidjan. Peut-être vous avez un chiffre que je n'ai pas entendu jusqu'ici de civils tués par le contingent français onusien. J'aimerais une réponse précise si vous êtes habilité à la donner, et éventuellement la même dans le cas libyen. Bon, merci d'avoir relevé le fait que le CICR est sorti publiquement sur la question des massacres dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Douékoué. C'est un événement rare pour l'institution, dans la mesure où, effectivement, aller trop public sur des sujets aussi difficiles que ça a plus de chances de nous faire aboutir à perdre l'accès et la sécurité de notre travail qu'à autre chose, et finalement qu'à aboutir à des résultats, c'est-à-dire en fait des sanctions qui font toujours partie de nos recommandations. Maintenant, sur la question d'Abidjan, je ne vais pas répondre sur la question de par qui les civils ont été tués. Oui, le CICR et la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire ont ramassé un certain nombre de corps. Je ne saurais honnêtement pas vous dire combien. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que les dépouilles mortelles soient ramassées, traitées dans la dignité, entreposées de façon à ce qu'elles puissent être identifiées par les familles, de façon à répondre à des questions qui sont essentiellement de nature humanitaire. La question de savoir qui les a tués est différente. Dans un combat urbain comme Abidjan, oui, il y a eu des bombardements. Oui, le CICR a rappelé aux uns et aux autres, aux concernés, aux Nations Unies, et à ceux qui prenaient les armes dans ce contexte de conflit armé non international. C'est une situation un petit peu différente que celle qu'on vit en Libye. Le CICR a fait ce qu'il fallait en termes préventifs pour faire en sorte que les choses soient faites le plus proprement possible. Les dommages collatéraux, ceux que nous avons constatés, nous les avons partagés avec ceux qui devaient les recevoir. Et le travail continue, parce qu'il y a encore énormément de personnes disparues en Côte d'Ivoire, il y a des détenus, il y a encore énormément de conséquences liées à la situation, il y a beaucoup d'enjeux aussi pour la suite, il y a encore beaucoup d'instabilité dans l'ouest du pays, il y a des problèmes de fond non résolus, il y a des réfugiés, il y a des gens du régime de Gbagbo qui restent soit en détention, soit dans la clandestinité, et les choses continuent. Donc voilà, on a du travail encore pour longtemps, et on a encore beaucoup d'interlocuteurs avec lesquels il faudra, sur une base bilatérale, qu'on discute, parfois qu'on s'explique. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, vu ces perspectives-là, déballer ou dire aussi publiquement qu'on pourrait souhaiter parfois
ce qui pourrait l'être. C'est pas dans notre fonction, et surtout, ça doit nous garantir une certaine pérennité dans l'action, dans la crédibilité, dans la confiance aussi. C'est une contrainte que nous avons. Parce que gérer Douekoué, c'est déjà assez compliqué comme ça. Vous aurez remarqué que l'appel ou la démarche qui a été faite ne citait pas un camp ou l'autre. C'était fait exprès. Ne citez pas un camp ou l'autre, parce que quand vous faites une déclaration de ce type, l'objectif premier, c'est de faire cesser la situation. Or là, effectivement, les massacres avaient lieu. Il n'y avait personne sur place, ni l'ONUCI, ni la LICORD pour y mettre un terme, puisque physiquement, la présence n'était pas suffisante pour intervenir. Mais le fait est que les massacres avaient lieu, et la question était d'y mettre un terme, c'est-à-dire faire un appel suffisamment fort et vibrant pour que ceux qui devaient prendre leurs responsabilités les prennent. Je pense que l'impact préventif de la démarche a été important. Maintenant, vous imaginez bien qu'après une déclaration comme ça, le CICR doit gérer la suite, doit gérer, si vous voulez, la perception qu'un camp ou qu'un autre en a fait. Et pour maintenir, préserver le dialogue, la sécurité de nos collègues, il y a juste des limites qu'on doit se poser nous-mêmes pour rester efficace pour la suite, dans nos déclarations et dans nos sorties publiques. C'est une question de pérennisation de l'action, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas efficace, ni qu'on ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Alors on va revenir justement sur les acteurs qui sont présents dans le cas libyen, puisque aujourd'hui on parle essentiellement de la Libye. Juste pour terminer sur cette question de responsabilité de protéger, donc on voit bien qu'il y a sans doute des nécessités, des situations qui appellent à une responsabilité de protéger, mais on voit bien aussi que la réponse est souvent plus politique. Donc finalement, quel mode d'action pourrait-on préconiser donc, dans cette responsabilité de protéger? Est-ce que peut-être une petite conclusion, Ronnie Broman? Dans la mesure où la question que pose le mécanisme de la responsabilité de protéger, c'est la question de la guerre, ce sont les vertus de la guerre, ou les insuffisances des vertus de la guerre par rapport aux objectifs qu'il faut commencer par examiner. Si on veut bien se souvenir que jusqu'à présent, on n'a jamais vu un changement de régime imposé par une force extérieure réussir à obtenir la paix et la stabilité, si on veut bien se rappeler que la guerre a pour principale vertu de sélectionner les plus radicaux, de sélectionner ceux qui savent manipuler la violence et de mettre à l'écart ceux qui n'en sont pas vraiment capables ou qui ne le veulent pas. Si on veut bien aussi se rappeler qu'on n'a jamais vu le miracle de la violence accoucher de la non-violence, c'est quand même ça que l'on... C'est-à-dire qu'en militarisant encore un peu plus les rapports de force politiques, on essaye d'obtenir une démilitarisation de ceci. Il y a là une contradiction dans les termes dont on voit d'ailleurs aujourd'hui les conséquences, puisque chacune des régions libyennes est en train, en rappelant ses faits d'armes et l'importance militaire qu'elle a jouée pour le renversement de Kadhafi, est en train de rappeler qu'elle veut ici le ministère du pétrole, là le ministère de la Défense, et surtout pas de tutelle venant de l'extérieur, de Benghazi ou de Tripoli, etc. Donc, 40 ans si vous permettez, monsieur Abidi, 40 ans de violence, non mais on part sur le faux. Enfin, 40 ans de violence de Kadhafi, et je vous dirais la violence, c'est pas la violence de tuer les gens, on veut les abréger en 6 mois de paix. Les partisans de la guerre. Non, vous voyez, pas du tout. Ils ne supportent même pas que je finisse ma phrase. Si, mais j'ai bien compris. Point par point. 40 ans de violence de Kadhafi, on veut que la Libye devienne la Suisse de l'Afrique en 6 mois de temps. Mais c'est pas possible, impossible. Oui, il y aura de la violence, ou de la transition pourra durer plusieurs années. Ma phrase, vous allez parler, vous avez parlé. Mais juste sur ce premier point. Non, je ne vous excuse pas, vous n'avez pas à m'interrompre, vous parlerez de votre côté, c'est très bien. Oui, 40 ans de violence, effectivement, vont déboucher sur plus de violence. C'est bien la raison pour laquelle les processus de renversement de pouvoir, et j'en viens là à la question de Véronique, les processus qui sont à la base
de la transformation de ces rapports de violence qui sévissent, qui prévalent dans un certain nombre de sociétés, doivent précisément s'extraire de la violence. C'est dans le lent mûrissement des rapports de force pacifiques, des compétitions, des calculs, des coups bas, le cas échéant, ça existe également, mais disons dans la démilitarisation de cette compétition pour le pouvoir, que l'on peut trouver une solution. Alors évidemment, ça n'est pas le temps du zapping, ça n'est pas le temps de la disponibilité immédiate de tout envers tout, c'est le temps du politique, le temps de l'historique, c'est le temps d'une sédimentation sociale et pas le temps d'une transformation brutale. Moi, personnellement, j'ai été léniniste dans ma jeunesse, j'ai cru à la vertu transformatrice des avant-gardes révolutionnaires éclairées, jusqu'à ce que j'en comprenne les résultats. Je vois ici qu'il y a une espèce de léninisme conservateur qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'il n'aura pas plus de vertu que l'autre, et qu'il aboutira exactement aux mêmes catastrophes. Donc, il me semble que dans le milieu humanitaire, au minimum, ce que l'on devrait faire, c'est se mettre à l'écart, se mettre à distance de cette notion de responsabilité de protéger, en insistant sur le fait que chaque fois qu'elle est activée, on l'a vu à partir de la Birmanie, de la Libye et de la Côte d'Ivoire, c'est dans la perspective d'un changement violent de régime qu'elle se situe, et que ça n'est pas aux humanitaires de renouer avec l'impérialisme libéral dont une partie de leur histoire est issue, mais dont ils ne sont pas obligés d'être prisonniers.